La France riait encore de ses grimaces pendant que, dans le silence d'un matin d'hiver, Louis de Funès quittait ce monde sans fanard, sans drapeau, sans adieu national, comme si l'homme qui avait fait exploser les salles de cinéma pendant plus de 30 ans devait disparaître exactement à l'opposé du vacarme qu'il avait provoqué. Comment expliquer qu'un trésor populaire, l'acteur le plus rentable de toute l'histoire du cinéma français, se soit éteint le 27 janvier 1983 à 68 ans dans une discrétion presque troublante, sans hommage d'État, sans cérémonie officielle, sans reconnaissance institutionnelle à la hauteur de ce qu'il avait offert à des générations entières? Dès les premières heures suivant sa mort, une question s'est imposée, lourde, persistante, dérangeante. Que s'est-il réellement passé autour de Louis de Funès, de sa disparition, et surtout de ce qu'il a laissé derrière lui? Car derrière cette image d'enterrement simple, presque austère, au cellier, loin des caméras et des discours, se cache une réalité infiniment plus complexe, presque labyrinthique. Louis de Funès n'était pas seulement un génie du rire, il était aussi un homme d'une rigueur extrême, d'une prudence presque obsessionnelle, un stratège silencieux dans un monde de projecteurs. Après sa mort, son œuvre ne s'est pas arrêtée. Les films ont continué à être diffusés, rediffusés, exportés, monétisés. Les droits d'auteur, les redevances, l'exploitation de son image sont devenus un terrain glissant où chaque pas semblait calculé, contrôlé, verrouillé. Pourtant, aucun chiffre officiel, aucun document public, aucun testament rendu accessible. Un silence absolu. Un silence qui, loin d'apaiser, a nourri les spéculations les plus tenaces. Était-ce une volonté délibérée de protéger sa famille ou bien le signe d'un héritage plus fragile, plus fragmenté qu'il n'y paraissait? Pour comprendre cette énigme, il faut revenir bien avant les ovations, bien avant les affiches géantes et les records d'entrée. Louis-Germain David de Funès de Galarza naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans une famille d'origine espagnole, marquée par une certaine noblesse, mais loin des fastes artistiques. Rien, absolument rien, ne laisse présager le destin hors norme qui l'attend. Enfant discret, peu scolaire, parfois considéré comme maladroit, il ne brille ni par ses résultats, ni par une ambition affichée. Il tente une école de commerce qu'il abandonne rapidement, comme si les cadres rigides de la réussite classique refusaient de l'accueillir. La musique devient alors son refuge. Pianiste passionné, il joue dans les bars de Pigalle, dans la fumée, le bruit, l'indifférence générale. Pourtant, c'est là, dans l'ombre, que quelque chose se forme. Il observe, il imite, il caricature, il fait rire ses collègues, les clients, sans imaginer une seule seconde que ces mimiques improvisées deviendront un jour sa signature universelle. Son entrée dans le cinéma est tardive, presque humiliante. Passé la trentaine, Louis de Funès enchaîne les rôles minuscules, parfois sans même être crédité. Années 1940, 1950, il apparaît, disparaît, traverse l'écran sans laisser de traces. Beaucoup auraient abandonné. Lui persiste avec une patience presque douloureuse. Puis, soudainement, le basculement. Début des années 1960, le public le remarque enfin. En 1963, Pouic Pouic ouvre une brèche. En 1964, le gendarme de Saint-Tropez déclenche une explosion. Ludovic Cruchot entre dans les foyers français et n'en ressortira jamais. Les salles débordent, les répliques deviennent cultes, les grimaces se gravent dans la mémoire collective. Louis de Funès n'est plus un acteur, il est un phénomène. Mais derrière ce tourbillon de succès se cache un homme à l'opposé de son image publique. Là où le personnage est excessif, colérique, hystérique, l'homme est méthodique, exigeant, presque maniaque. Chaque scène est disséquée, chaque placement de caméra est discuté. Il peut refuser de tourner si la précision ne correspond pas à sa vision. Il lit ses contrats ligne par ligne, contrôle ses droits, surveille chaque exploitation de son travail. Il ne laisse rien au hasard. Contrairement à l'image mondaine de certaines stars, Louis de Funès fuit les soirées, fuit les cercles parisiens, fuit le bruit. Il se replie dans son château de Cellier, près de Nantes, menant une vie familiale presque recluse. À son sommet de sa gloire, il enchaîne les triomphes, Fantasma, La Grande Vardouille, Le Cornio, Les Aventures de Rabbi Jacob, des films qui dépassent parfois les 10 millions d'entrées. Aucun acteur français vivant n'a atteint ce niveau de rentabilité. Pourtant, cette réussite n'efface jamais sa méfiance. Il anticipe l'après, très tôt. Il verrouille, encadre, protège. Sa santé, en revanche, commence à flancher.
En 1975, 2 infarctus violents stoppent brutalement la machine. Les médecins lui interdisent de tout excès. Il ralentit, contraint, mais ne renonce jamais totalement. En 1980, la soupe aux choux marque un retour émouvant, presque crépusculaire. Puis le silence. En privé, les dernières années sont calmes, protégées, presque hors du temps. Aucune polémique, aucun scandale, un homme qui se retire lentement, entouré de sa femme Jeanne et de ses fils, loin des caméras. Ce contraste entre le rire universel et la réserve absolue construit déjà la légende, mais aussi le mystère. Et puis vient ce matin du 27 janvier 1983, admis pour des examens de routine à l'hôpital de Nantes, la situation dégénère brutalement. Une crise cardiaque. Les médecins ne peuvent rien faire. Jeanne est là. C'est elle qui annonce la nouvelle à ses fils. En quelques heures, la France est frappée de stupeur. Mais ce qui choque presque autant que la mort elle-même, c'est ce qui ne vient pas après. Pas de discours présidentiel, pas de cérémonie nationale, pas de reconnaissance officielle à la hauteur de l'homme qui avait fait rire un pays entier. Pourquoi ce silence? Pourquoi cet effacement institutionnel? Les funérailles ont lieu dans l'intimité la plus stricte, au cellier. Quelques proches, des habitants du village, quelques figures du cinéma. Pas de grande prise de parole, pas de spectacle. La famille respecte la volonté de Louis, partir comme il l'a vécu, à l'écart du bruit. Mais cette sobriété, loin d'étoileter les questions, les amplifie. Et si cette discrétion cachait autre chose? Un malaise ancien avec les institutions culturelles, une relation compliquée avec une élite qu'il avait longtemps méprisée pour son succès populaire, ou bien une stratégie délibérée pour protéger ce qui allait devenir le cœur de toutes les questions, son héritage. Car derrière cette masse d'enterrement simple, presque austère, au cellier, loin des caméras et des discours, se cache une réalité infiniment plus complexe, presque labyrinthique. Louis de Funès n'était pas seulement un génie du rire, il était aussi un homme d'une rigueur extrême, d'une prudence presque obsessionnelle, un stratège silencieux dans un monde de projecteurs. Après sa mort, son œuvre ne s'est pas arrêtée. Les films ont continué à être diffusés, rediffusés, exportés, monétisés. Les droits d'auteur, les redevances, l'exploitation de son image sont devenus un terrain glissant où chaque pas semblait calculé, contrôlé, verrouillé. Pourtant, aucun chiffre officiel, aucun document public, aucun testament rendu accessible. Un silence absolu. Un silence qui, loin d'apaiser, a nourri les spéculations les plus tenaces. Était-ce une volonté délibérée de protéger sa famille, ou bien le signe d'un héritage plus fragile, plus fragmenté qu'il n'y paraissait? Question pour vous. Pensez-vous qu'un artiste aussi populaire puisse vraiment disparaître sans que rien ne soit volontairement contrôlé? Dans la prochaine partie, nous entrerons dans les zones les plus sensibles de cette succession silencieuse, là où l'argent, la mémoire et le pouvoir se croisent sans jamais se montrer. Après l'enterrement, lorsque les fleurs fanent et que les caméras se détournent, il reste toujours ce que personne ne voit mais que tout le monde redoute. Les papiers, les signatures, les droits, les chiffres et surtout les zones d'ombre. Dans le cas de Louis de Funès, ce moment n'a jamais été public. Aucun notaire médiatisé, aucune fuite spectaculaire, aucune estimation officielle de fortune publiée dans la presse. Rien. Comme si l'un des patrimoines artistiques les plus puissants de France avait été volontairement englouti dans un silence organisé. Pourtant, les spécialistes du cinéma le savent. À sa mort, Louis de Funès ne laissait pas seulement une filmographie légendaire, il laissait une machine économique toujours en fonctionnement, capable de générer des revenus colossaux pendant des décennies. Plus de 140 films, dont plusieurs parmi les plus grands succès de l'histoire du box-office français, continuaient d'être diffusés à la télévision, vendus à l'étranger, projetés en salle lors de rétrospectives. Chaque diffusion, chaque rediffusion, chaque vente internationale produisait des droits. Mais à l'époque où ces contrats avaient été signés, le monde audiovisuel n'était pas celui d'aujourd'hui. Les accords prévoyaient rarement l'explosion de la télévision, encore moins celle des diffusions internationales massives. Beaucoup de clauses étaient floues, parfois incomplètes, parfois volontairement ouvertes. Résultat, après 1983, producteurs, diffuseurs et ayants droit se sont retrouvés face à un puzzle juridique délicat, où chaque pièce devait être négociée avec une extrême prudence. Au centre de ce dispositif, la famille. Jeanne de Funès, son épouse, devient la gardienne silencieuse de cet héritage. Elle ne parle pas, elle ne commente pas, elle refuse systématiquement les interviews sur les questions financières.
Ses deux fils, Patrick et Olivier, adoptent la même ligne. Olivier, qui avait brièvement suivi les traces de son père à l'écran avant de devenir pilote de ligne, se retire totalement de la sphère médiatique. Patrick, médecin, choisit lui aussi l'effacement. Aucun conflit exposé, aucune bataille judiciaire spectaculaire, mais une impression persistante de verrouillage absolu. Pourquoi une telle discrétion alors que tant d'autres familles de célébrités se déchirent publiquement pour bien moins que cela? Le cœur matériel de cet héritage reste le château du Cellier, parfois appelé château de Clermont. Cette demeure nichée au cœur du vignoble nantais où Louis de Funès s'était réfugié loin du tumulte parisien. Après sa mort, la propriété reste dans le giron familial. Elle n'est ni vendue, ni transformée en musée, ni ouverte au public. Là encore, un choix fort. Là où d'autres légendes deviennent des attractions culturelles, la maison de Louis de Funès demeure un lieu privé, presque invisible, comme si la famille avait décidé de protéger non seulement les murs, mais aussi l'esprit qui les habitait. Mais la vraie valeur n'était pas là, elle était dans les œuvres, et c'est précisément là que les choses se compliquent. Certains films étaient produits par de grands studios, d'autres par des structures plus modestes. Les droits étaient parfois fragmentés, parfois mal définis. Dans certains cas, la famille devait négocier avec plusieurs ayants droit pour une seule rediffusion. Dans d'autres, les producteurs détenaient une partie du catalogue, tandis que l'image de l'acteur restait sous contrôle strict. Cette complexité explique pourquoi, encore aujourd'hui, certains diffuseurs évoquent des négociations longues, discrètes, parfois délicates, dès qu'il s'agit d'exploiter l'image ou la voix de Louis de Funès dans un contexte nouveau. Des rumeurs ont commencé à circuler, à voix basse. Des journalistes ont évoqué des désaccords internes sur l'utilisation commerciale de son visage, sur les produits dérivés, sur les éditions spéciales, sur les campagnes publicitaires qui auraient pu exploiter sa popularité. Rien n'a jamais été confirmé, mais une chose est certaine. Contrairement à d'autres icônes du cinéma, Louis de Funès n'a jamais été transformé en marque omniprésente. Pas de surexposition, pas d'exploitation massive, comme si quelqu'un, quelque part, avait dit « stop ». Un autre point intrigue encore davantage. Certaines ventes de droits à l'international réalisées dans les années 1990 ont été conclues sans communication publique. Des groupes audiovisuels étrangers ont acquis des catalogues entiers de films dans lesquels figurait Louis de Funès. Était-ce conforme à ses volontés? La famille conservait-elle un droit de regard? Personne ne le sait réellement. L'absence de testament rendu public rend toute interprétation fragile. Était-ce une stratégie juridique? Une protection délibérée? Ou simplement le reflet d'une époque où la transparence n'était pas une obligation médiatique? Ce silence paradoxalement a renforcé la légende. Aucun procès retentissant, aucun scandale financier, aucune bataille judiciaire visible. Mais ce calme apparent ne signifie pas nécessairement l'absence de tension. Il peut aussi être le signe d'une gestion extrêmement contrôlée, presque militaire de chaque élément du patrimoine. Une gestion fidèle à l'homme qu'était Louis de Funès, méfiant, précis, maître de ses décisions. Pendant ce temps, le public, lui, n'a jamais cessé de répondre présent. Les rediffusions de ces films continuent de rassembler des millions de spectateurs. Les nouvelles générations découvrent ses colères, son débit mitraillette, ses regards affolés. Le rire traverse le temps. Mais derrière l'écran, l'homme reste inessaisible. Pas de documentaire intime autorisé, pas de biographie familiale validée, comme si on l'avait décidé de figer Louis de Funès à jamais dans ses personnages, sans jamais ouvrir la porte de l'homme. Et cela pose une question dérangeante. À partir de quel moment l'héritage d'un artiste dépasse-t-il le cadre familial pour devenir un bien collectif? Qui a le droit de décider ce qui doit être montré, transmis ou au contraire conservé dans l'ombre? Lorsque l'œuvre devient patrimoine culturel autant que source de revenus, où s'arrête la propriété privée et où commence la mémoire nationale? Louis de Funès, sans jamais l'avoir théorisé, semble avoir laissé derrière lui une dernière mise en scène, une disparition sans éclat officiel, une succession sans chiffres, une mémoire protégée par le silence, peut-être la plus cohérente de toutes ses décisions. Question pour vous, pensez-vous que la discrétion protège la mémoire d'un artiste ou qu'elle prive le public d'une part de vérité? Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi ce silence autour de Louis de Funès révèle en réalité quelque chose de beaucoup plus large sur la manière dont la France traite ses légendes populaires. Ce qui entoure Louis de Funès ne relève pas seulement d'un héritage financier ou juridique. Cela touche à une fracture beaucoup plus ancienne, presque culturelle, entre ce que le public aime et ce que les institutions choisissent de célébrer. Car si Louis de Funès a rempli les salles comme personne, il n'a longtemps jamais été pleinement reconnu par l'élite intellectuelle du cinéma français.
Pendant des années, il a été catalogué comme un simple amuseur, un acteur excessif, bruyant, trop populaire pour être sérieux. Cette condescendance, il l'a ressentie. Il ne l'a jamais dénoncée publiquement, mais elle a profondément façonné sa relation avec le monde culturel. Dans les cercles parisiens, on encensait le cinéma d'auteur, les drames psychologiques, les œuvres dites exigeantes. Le rire populaire, lui, était toléré, mais rarement honoré. Louis de Funès, avec ses grimaces, ses colères et son énergie volcanique, incarnait tout ce que certains critiques méprisaient. Pourtant, les chiffres étaient là, implacables. Film après film, il rassemblait des millions de spectateurs. Des familles entières se retrouvaient devant l'écran grâce à lui. Mais cette reconnaissance venait du peuple, pas des salons. Et ce décalage a laissé des traces. Il n'est donc pas anodin que sa mort n'ait pas déclenché d'hommage national immédiat. Ce silence institutionnel n'était pas seulement un oubli, il était le reflet d'un malaise ancien. Comment célébrer officiellement un homme que l'on avait longtemps refusé de considérer comme un grand acteur ? Comment reconnaître que le rire populaire pouvait être aussi noble que le drame intellectuel ? En ne faisant rien, les institutions ont peut-être cru éviter la question, mais en réalité, elles l'ont rendue encore plus visible. Face à ce manque de reconnaissance, la famille de Louis de Funès a fait un choix radical mais cohérent, se retirer. Pas de bataille pour imposer une mémoire officielle, pas de revendications publiques, pas de récupération politique ou culturelle. Un effacement volontaire, presque digne. Comme si la famille avait décidé de laisser parler uniquement les films, sans jamais livrer l'homme en pâture. Ce choix, souvent critiqué, peut aussi être lu comme une réponse silencieuse à des décennies de mépris. Si l'on n'a pas voulu célébrer l'artiste de son vivant, pourquoi exposer son intimité après sa mort ? Cette posture pose pourtant un paradoxe. En protégeant farouchement l'image de Louis de Funès, on a aussi figé sa légende. Le public connaît ses personnages, mais ignore l'homme. Le travailleur acharné, l'observateur fin, le perfectionniste presque obsessionnel. L'homme qui doutait, qui souffrait physiquement, qui craignait de perdre le contrôle. Tout cela reste dans l'ombre. Et cette absence nourrit le mystère autant qu'elle frustre la curiosité collective. Pendant ce temps, le cinéma français a lentement révisé son jugement. Avec les années, les critiques ont fini par reconnaître l'importance de Louis de Funès. Des hommages tardifs ont vu le jour, des rétrospectives ont été organisées. Des analyses plus fines ont mis en lumière la précision de son jeu, son sens du rythme, son intelligence comique. Mais ce retournement est arrivé après sa mort, trop tard pour l'homme, juste à temps pour la légende. Et c'est là que l'histoire devient presque ironique. Alors que Louis de Funès est désormais unanimement reconnu comme un monument du cinéma français, sa mémoire reste protégée par un mur de silence familial. Aucun accès aux coulisses, aucun récit intime validé, comme si la reconnaissance tardive n'avait pas effacé les blessures anciennes. Cette posture pose pourtant un paradoxe. En protégeant farouchement l'image de Louis de Funès, on a aussi figé sa légende. Le public connaît ses personnages, mais ignore l'homme. Le travailleur acharné, l'observateur fin, le perfectionniste presque obsessionnel. L'homme qui doutait, qui souffrait physiquement, qui craignait de perdre le contrôle. Tout cela reste dans l'ombre. Et cette absence nourrit le mystère autant qu'elle frustre la curiosité collective. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi le silence autour de Louis de Funès est peut-être la clé ultime de sa postérité et ce qu'il nous dit aujourd'hui encore sur notre rapport aux légendes. Question pour vous, le rire populaire mérite-t-il autant de reconnaissance que les œuvres dites sérieuses ? Plus le temps passe, plus le silence autour de Louis de Funès cesse d'apparaître comme un oubli pour ressembler à une volonté. Une volonté construite, assumée, presque cohérente avec toute sa vie. Car Louis de Funès n'a jamais cherché à expliquer son génie. Il l'a montré. Il n'a jamais revendiqué une place dans l'histoire officielle. Il a conquis le public, un rire après l'autre, sans demander la permission. Et peut-être que sa plus grande maîtrise, sa dernière mise en scène, a été précisément celle de sa disparition. Contrairement à tant d'autres figures publiques, rien n'a débordé après lui. Pas de querelle familiale étalée, pas de révélations intimes monnayées, pas de bataille juridique exhibée comme un spectacle. Tout est resté contenu,
verrouillé, presque immobile, comme si l'on avait voulu figer Louis de Funès dans ce qu'il offrait au monde, et seulement cela. Le rire, le rythme, l'énergie, les films. Rien de plus, rien de moins. Cette retenue est déroutante dans une époque qui consomme les légendes jusqu'à l'os. Aujourd'hui, les archives s'ouvrent, les secrets se vendent, les héritages se déchirent en public. Mais Louis de Funès échappe à cette logique. Il demeure intact, insaisissable, intouchable. Et cette rareté le rend paradoxalement plus puissant. Car ce que l'on ne peut pas disséquer conserve une aura. Ce que l'on ne peut pas réduire à des chiffres ou à des scandales résiste au temps. Peut-être que la vraie fortune de Louis de Funès n'a jamais été destinée à être comptée. Elle se mesure autrement, dans ces millions de foyers où ces films continuent d'être regardés, dans ces enfants qui rient aujourd'hui aux mêmes scènes que leurs grands-parents, dans cette capacité presque miraculeuse à traverser les décennies sans se démoder. Peu d'artistes peuvent en dire autant. Et pourtant, le malaise demeure. Pourquoi a-t-il fallu attendre sa mort pour que la critique reconnaisse son génie ? Pourquoi l'hommage national n'est-il jamais venu au moment où il aurait eu le plus de sens ? Pourquoi la France a-t-elle tant hésité à célébrer un homme qui la faisait rire sans relâche ? La réponse est peut-être inconfortable. Parce que le rire populaire dérange, parce qu'il échappe au code, parce qu'il touche tout le monde, sans filtre, sans distinction sociale. Et cela, historiquement, a toujours inquiété les élites culturelles. Louis de Funès était incontrôlable. Pas politiquement, pas idéologiquement, mais émotionnellement. Il faisait rire les masses, spontanément, massivement, durablement. Et ce pouvoir-là n'entre dans aucune case académique. Alors on l'a laissé en marge. Puis, trop tard, on a tenté de le récupérer. Mais la famille, fidèle à l'homme, a refusé cette récupération tardive. Aujourd'hui encore, sa tombe reste simple, sans emphase, sans slogan, comme un dernier appel. Louis de Funès n'a jamais eu besoin de monuments pour exister. Ses films sont ses stèles, ses répliques sont ses épitaphes, et son héritage le plus précieux n'est pas caché dans un coffre ou un contrat, mais dans la mémoire collective. Finalement, le mystère autour de Louis de Funès n'est peut-être pas un vide, c'est un choix. Le choix de laisser le public décider seul de ce qu'il veut retenir. Le choix de ne pas tout dire pour que l'essentiel demeure intact. Le choix de sortir de scène sans bruit, mais en laissant derrière soi un écho impossible à faire taire. 40 ans après, Louis de Funès continue de faire rire un pays qui, parfois, ne sait pas très bien comment honorer ceux qui lui offrent tant. Et si c'était cela sa dernière leçon ? Nous rappeler que la vraie postérité ne se décrète pas, ne se chiffre pas, ne s'exploite pas. Elle se transmet. Question pour vous. Préférez-vous connaître toute la vérité sur une légende ou préserver la magie qui la rend éternelle ? Et dans la prochaine histoire, nous plongerons dans un autre destin célèbre où le succès public a masqué une réalité bien plus sombre que personne n'avait voulu voir.